Une grande académie se dresse silencieuse sous un ciel étoilé. Des flashs d'une cuisine chaotique et désordonnée hantent l'obscurité. Une femme blonde brandit ivre un couteau, tandis qu'un homme aux cheveux sombres observe. Dans la cuisine, la femme blonde, Fiore Lupin, aperçoit l'homme. Les yeux brillants, elle mange sauvagement de la viande, pensant Lord Leonardo. Leonardo confronte Fiore, qui se souvient de leur fiançailles. Avec une expression froide, Leonardo annonce qu'il l'annule. Un éclair frappe, tandis que Fiore se fige sous le choc. La viande lui chappe des mains, tandis qu'elle murmure. Hein? Elle se réveille en sursaut dans un lit, la lumière du matin inondant la pièce. Une femme de chambre rousse lui dit que la nuit dernière a dû être difficile. La femme de chambre mentionne que Fiore s'évanouit, et Fiore panique, se demandant qui elle est. Elle réalise qu'elle ne peut pas parler, tandis que la femme de chambre exprime son soulagement qu'elle aille mieux. Elle se demande où elle est, trouvant l'endroit étrangement familier. La femme de chambre se prépare à la préparer pour le bureau du proviseur. En se regardant dans un miroir, elle se demande ce qui se passe. Son reflet révèle le visage d'une jeune fille, la faisant douter de son identité. Dans la panique, elle réalise qui elle est devenue. C'est Fiore Lupin, la méchante de Heart Attack Restaurant. La prémisse du jeu est une simulation de restaurant avec cuisine et romance. Leonardo est révélé comme l'un des principaux intérêts amoureux du jeu. La véritable protagoniste de l'histoire est une femme de chambre joyeuse au restaurant de l'académie. Le rôle de Fiore Lupin est de critiquer constamment la cuisine de la protagoniste. Maintenant dans le corps de Fiore, elle se demande pourquoi cela lui est arrivé. Une pensée lui traverse l'esprit alors qu'elle envisage une possibilité. Elle grimace, se demandant si c'est parce que son ancien corps est similaire. La serre luxuriante et ensoleillée de l'académie apparaît. Le grand bâtiment de l'académie se dresse fièrement sous la lumière du jour éclatante. Debout dehors, Fiore observe son nouvel environnement. Elle sourit, se sentant chanceuse d'être dans son jeu préféré. Les bras tendus, elle jure de profiter de sa nouvelle vie. Sa détermination est interrompue par une pensée soudaine et confuse. Le proviseur, Philippe Vogel, l'informe gravement qu'elle est renvoyée. Sa vie de rêve à l'académie s'effondre dans un moment d'incrédulité. Dans son bureau, le proviseur exige que Fiore explique pourquoi elle a mangé toute la nourriture. Confuse, Fiore remet en question l'accusation d'avoir tout mangé. Un sombre souvenir de la nuit précédente refait surface. L'image de sa frénésie monstrueuse claire son esprit. Elle réalisa, avec une horreur grandissante, que ce n'était pas un rêve. Le proviseur insiste pour une réponse, mais elle ne peut que bégayer. Elle panique, pensant qu'elle ne peut communiquer qu'à travers des options de jeu. Elle parvient à parler, affirmant n'avoir aucun souvenir, et est surprise de pouvoir le faire. Le proviseur soupire, disant « malheureusement », tandis que Leonardo s'assit à ses côtés. Elle regarde Leonardo, confirmant sa présence cette nuit-là. Elle se souvient que Leonardo est un personnage principal du jeu. Son histoire révèle qu'un empoisonnement durant son enfance lui a fait détester la nourriture. Son nom complet est révélé, Leonardo Florings. Leonardo réitère calmement sa décision d'annuler leur fiançailles. En tant que sa fiancée, elle ressent une vague de pitié pour la Fiore originale. Leonardo lui dit qu'il ne comprend pas ses actions. Elle accepte la rupture, mais panique l'idée de son expulsion imminente. Le proviseur explique que ces critiques constantes ont forcé les chefs à refaire les plats. Il poursuit en révélant que l'incident d'hier soir a poussé tous les chefs à démissionner. Elle réalise avec horreur que la Fiore originale intimidait tout le monde, pas seulement la protagoniste. Le proviseur déclare que le restaurant est fermé à cause d'elle, lui offrant une chance de le réparer. Il lui ordonne de faire revivre le restaurant fermé, Villon, dans les 6 mois, pour être réadmise. Stupéfaite, elle l'entend qualifier cela d'acte de miséricorde pour expier ses erreurs. Il conclut sombrement qu'elle sera suspendue indéfiniment d'ici là. Tandis qu'elle assimile les termes de sa suspension, une pensée soudaine lui vient à l'esprit. Elle se souvient avoir lu un article sur un nouveau mode de difficulté démon dans le jeu, une histoire de révitalisation de restaurant mettant en vedette Fiore. Avec un choc grandissant,
elle réalise quel est le personnage principal de ce difficile mode stoïque. Elle reste figée, le poids de sa nouvelle réalité s'imposant à elle. Un diagramme explique que le mode normal du jeu se concentre sur les routes romantiques avec l'héroïne. Un autre diagramme montre que le mode story est une simulation de gestion de restaurant. Elle note que c'est bien le mode stock, un mode auquel elle n'a jamais joué auparavant. Elle considère ses deux choix, tenter de revenir après la suspension ou simplement abandonner. Le proviseur lui rappelle que revitaliser Villion est son seul moyen de retourner à l'école. Elle se demande si abandonner mettrait fin au jeu et la renverrait chez elle ou la tuerait tout simplement. Décidant qu'elle doit revitaliser le restaurant, elle admet l'être plus une joueuse axée sur le plaisir qu'une stratège. Un souvenir douloureux refait surface, celui de son jeune moi interrogeant son père sur leurs dépenses de subsistance. Le souvenir s'assombrit alors que son père la blâme pour la mort de sa mère et sa propre malchance. Son ancien moi se souvient tristement comment son père a changé après la mort de sa mère. Un souvenir heureux du jeu passe, un garçon aux cheveux roux nommé Albert Bénédicte appréciant la nourriture. Un autre souvenir précieux apparaît, celui d'elle décorant un gâteau avec sa mère souriante. De retour au présent, elle jette un coup d'œil au proviseur et Leonardo. Une nouvelle résolution s'empare d'elle alors qu'elle pense son avenir. Entourée d'une aura de détermination, elle jure de vivre sa nouvelle vie pleinement. Le proviseur exprime sa surprise, admettant qu'il s'attendait à ce qu'elle abandonne, ce que la Fiore originale aurait fait. Elle le sait. Elle remarque que Leonardo semble également perplexe face à sa décision inattendue. Et une icône de cœur bleu, avec -10, apparaît au-dessus de la tête de Leonardo, la choquant. Elle réalise qu'elle peut voir son taux de faveur négative malgré le fait qu'elle soit sa fiancée. Plaf, complètement puisée par les événements de la journée, elle s'effondre sur son lit. Elle a été déplacée dans une chambre ordinaire, mais la trouve spacieuse et agréable. Allonge, elle s'inquiète de la réouverture du restaurant demain. Elle s'accroche à l'espoir que si elle réussit, les personnages mangeront sa nourriture. Un crâne rose lumineux se matérialise soudainement devant elle, la surprenant. Elle observe l'interface de jeu, réalisant que c'est le système du mode solo. Submergée par la quantité d'informations à l'écran, elle panique. Elle se calme, réalisant que malgré la difficulté, le système basé sur des missions lui est familier. Son objectif principal est clair, faire revivre le restaurant en 6 mois. Pour commencer, elle décide de passer en revue les profils des personnages principaux du jeu. Le premier profil est celui de Leonardo Florings, le prince héritier et futur roi. Vient ensuite Albert Bénédicte, le troisième fils d'un duc, l'esprit libre. Elle se souvient avec affection du charme espiègle et enfantin d'Albert. Le troisième profil est celui de Roger Dominas, le fils choyé dans Margrave. Elle sourit légèrement en lisant à propos de Roger. Elle se souvient de sa nature innocente mais solitaire et de la façon dont il devient possessif envers la nourriture de l'héroïne. Le dernier profil est celui de Charles Bénédicte, un professeur insouciant et le deuxième fils du duc. Elle rougit, se souvenant de son charme adulte irrésistible mêlé à une qualité de loser. S'affalant sur son lit, elle réalise avec effroi que la Fiore originale était détestée par tous. Elle panique, réalisant que Fiore ne connaissait que Leonardo. Elle se demande quoi faire, se remémorant avec tendresse les plats du jour de la cafétéria. Un nouveau plan se dessine. Elle les conquérera avec de délicieux plats. Remplie de détermination, elle décide de faire de son mieux. Elle arrive au restaurant, Villion. En entrant dans la grande salle à manger, elle émerveille. Elle se merveille, reconnaissant le restaurant Villion. Son excitation s'estompe en découvrant le garde-manger vide. Elle réalise que sa fureur a fait fuir les fournisseurs. Soudain, elle se souvient que Villion possède ses propres champs. À son grand soulagement, elle trouve une abondance de légumes frais. « D'accord », dit-elle, se préparant à cuisiner. Elle ramasse des tomates et des cuisses de poulet fraîches. Elle ajoute des oignons, des aubergines et de l'ail à sa préparation. D'abord, elle commence à hacher les ingrédients frais. Elle fait revenir l'ail, puis ajoute les tomates et le bouillon. Le ragoût mijote tandis qu'elle ajuste les pièces. Le délicieux ragoût de poulet et tomates est enfin prêt. En goûtant son travail, elle le trouve absolument délicieux.
Mais elle sait qu'il lui faut de meilleurs ingrédients pour les personnages principaux. Sa première étape est de gagner la faveur des étudiants ordinaires. Tenant une pancarte ouverte, elle attend ses premiers clients. Mais personne n'approche, disant en chuchotant que sa nourriture doit être horrible. Elle entend des étudiants chuchoter que c'est probablement empoisonné. Elle réalise quel point la Fioré originale a ruiné sa propre réputation. Soudain, un garçon aux cheveux bleus carte la foule murmurante. Elle le reconnaît immédiatement, c'est Roger. Elle se souvient de son profil. Roger Dominus, une conquête facile. Alors qu'il passe, elle essaye nerveusement d'attirer son attention. Il panique soudainement et s'excuse, la laissant complètement déconcertée. Puis il s'éloigne rapidement d'elle en courant. Stupéfaite, elle se demande pourquoi elle furait ainsi. Elle considère que s'il mange, il pourrait prendre du poids, rompant ses propres fiançailles. Décidant de rentrer, elle prépare de l'eau mielée au citron restante. Elle réfléchit à ses objectifs de restaurer la confiance et d'améliorer sa propre situation. Alors qu'elle marche, elle aperçoit une silhouette familière sous un arbre. Elle réalise que c'est Leonardo se reposant à l'ombre. Décidant qu'il est impossible à séduire, elle choisit de l'ignorer. Mais un son soudain la fait s'arrêter et se retourner. Elle le regarde avec une inquiétude croissante. Elle réalise qu'il a l'air puits et mal en poids. Une option interpellaire apparaît alors qu'elle lui demande s'il va bien. Il lève les yeux, surpris de voir Fioré là. « Je vais bien », dit-il, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle craint qu'il n'ait un coup de chaleur. Elle se tient devant lui, prête à offrir son aide. Pas question, pense-t-elle. Une réalisation choquante se faisant jour. Elle a de l'eau, mais le jeu ne lui donne aucune option pour la lui offrir. Impuissante, sans commande système, elle reste maladroitement. Elle serre anxieusement la bouteille, incapable d'agir. Elle serre la bouteille, renforçant sa détermination. Soudain, des chaînes lumineuses se matérialisent et l'enserrent. Elle réalise que son corps est paralysé, sans option de jeu. Elle bouillonne de frustration, détestant ce manque de contrôle. Dans un élan de volonté, elle brise les chaînes. Leonardo lève les yeux, surpris par le son soudain. Désormais libre, elle tient la bouteille avec une détermination renouvelée. « Tu es déshydratée !» s'exclame-t-elle, soulagée de pouvoir de nouveau parler tout en l'incitant à boire. Il regarde la bouteille avec méfiance, demandant ce qu'il y a dedans. Un souvenir soudain et crucial fait surface dans son esprit. Elle se souvient du traumatisme de Leonardo, un incident d'empoisonnement durant son enfance. Elle panique, réalisant son erreur cruciale. Pour prouver que c'est sûr, elle propose de le boire en premier. Elle plaisante en disant qu'il n'appréciera peut-être pas qu'elle boive en premier. « Donne-le-moi », dit-il, prenant la bouteille avec surprise. Il boit l'eau sans plus d'hésitation. Elle observe en silence, stupète, tandis qu'il boit. Il abaisse la bouteille, remarquant la saveur de citron. « Oh non !» pense-t-elle, se souvenant qu'il déteste les choses aigres. Il trébuche en s'éloignant tandis qu'elle l'appelle par son nom, alarmée. Se précipitant à ses côtés, elle lui demande s'il a déjeuné. Il admet que non. Elle s'inquiète, sachant qu'il va s'effondrer s'il est laissé seul. Désespérée d'obtenir de l'aide, elle aperçoit Roger au loin. C'est Roger, le garçon qui s'était enfui d'elle auparavant. « Roger !» crie-t-elle, essayant d'attirer son attention. « Ah !» Surpris, Roger se retourne alors qu'elle apparaît derrière un pilier. Elle s'excuse de l'avoir effrayé, puis lui demande une faveur. « Peux-tu l'emmener à l'infirmerie ?» demande-t-elle, en désignant Leonardo. Roger panique, demandant « Pourquoi moi ?» Ah, elle s'incline profondément et le supplie de l'aider. Jen, il accepte contre-cœur d'emmener Leonardo. Il soutient Leonardo, souffrant, alors qu'il se dirige vers l'infirmerie. Elle craint que Leonardo ne tombe malade à cause de toute la sueur. Une idée lui vient. Peut-être qu'il mangera sa nourriture maintenant. Elle prépare un simple sandwich au poulet d'apparence délicieuse. Elle tient la boîte, remarquant son assaisonnement simple. Elle se précipite joyeusement dans les couloirs pour trouver Leonardo. Le trouvant changé, elle lui demande s'il se sent mieux maintenant. Elle lui offre ensuite la boîte de sandwich. Ouvrant la boîte, elle explique qu'il a un assaisonnement simple. Il rejette poliment son offre de nourriture. Elle sourit elle-même, s'étant attendue au refit. Mais il la remercie, disant que l'eau citronnée l'a sauvée. Il lui dit sincèrement qu'il apprécie son bon jugement. Elle sourit chaleureusement, disant que les remerciements ne sont pas nécessaires.
Soudain, sa cote de faveur retombe -10. Une notification du système révèle que sa route a basculé vers la route romantique. Choc, elle s'écrie « Une route romantique en mode stock ?» Elle ignorait qu'une route romantique existait même dans ce monde. Sa cote de faveur se réinitialise à 0 sur la nouvelle voie romantique. Elle se demande si elle a dit quelque chose de surprenant, et l'homme confirme que c'était le cas. Elle pense que sa réaction n'est que de la surprise, car elle n'a jamais été remerciée de la sorte auparavant. La scène bascule vers une conversation passée entre deux étudiants. Une fille en avertit une autre de ne pas manger la nourriture de Fiore Lupin, craignant qu'elle ne prenne du poids et ne perde ses fiançailles. De retour au présent, Fiore réalise qu'elle accède aux souvenirs douloureux de la Fiore originale qui désirait un corps svelte. Un flashback révèle que la Fiore originale a essayé de perdre du poids pour Leonardo, mais a échoué et a fini par en prendre plus. Elle ressent la douleur persistante de la fierté originale déchirée en lambeaux. La scène revient au présent avec elle et Leonardo sur le balcon. Elle s'excuse, expliquant qu'elle vient de se souvenir d'avoir été critiquée pour son apparence. Elle raconte les rumeurs qu'elle a entendues, selon lesquelles sa silhouette brisait des fiançailles. Même si elle ne se soucie pas de sa silhouette, elle admet que ces mots ont été un choc. Leonardo lui demande si elle croit vraiment qu'il a rompu leurs fiançailles cause de son apparence. Elle pense que l'incident d'hier était la raison principale, mais son apparence était probablement un facteur. Leonardo clarifie qu'il la juge inapte crétine en se basant sur l'ensemble de ses actions et non sur son apparence. Il lui conseille de se concentrer sur ses paroles et ses actions et non sur les insultes concernant son corps. « Arrête de te faire du mal, Fiore », lui dit-il doucement. Il se retourne et s'éloigne, la laissant méditer ses paroles. Elle le regarde partir, réalisant que c'est le vrai Leonardo. Elle pense que si la Fiore originale l'avait entendu dire cela, cela aurait tout signifié. H, une voix l'appelle, l'attirant de ses pensées. Un garçon aux cheveux roux lui demande si elle a vu Leonardo. Un cran du système présente le personnage amical et de faible difficulté, Albert Bénédicte. Albert réalise qu'il vient de manquer Leonardo et exprime sa surprise de la voir là. Elle se demande comment les aborder, lui et Roger, de la meilleure façon. Soudain, Albert se penche très près d'elle. « Ah !» Elle panique, pensant qu'il vient de la réniffer. Il confirme son identité en tant que Fiore Lupin, et elle acquiesce nerveusement. Albert remarque qu'elle sent différemment qu'avant. Il dit sans détour qu'elle sentait pire avant, lui demandant si quelque chose s'était passé. Elle le nie, gênée. Il hausse les épaules, s'excusant pour sa question étrange. Un autre étudiant s'approche alors qu'elle commence à donner des indications pour trouver Leonardo. L'étudiant l'informe que le professeur Charles veut la voir à l'infirmerie pour quelque chose d'important. Un cran du système présente le professeur Charles Bénédicte, un personnage avec une cote de difficulté élevée. Elle est surprise d'être convoquée par un personnage de romance et se demande ce qu'il veut. Elle se dirige vers l'infirmerie avec une expression sérieuse. Cancan. Elle arrive et frappe la porte de l'infirmerie. Gacha. Alors que la porte s'ouvre, elle jette un coup d'œil à l'intérieur et annonce sa présence. Elle entre dans l'infirmerie vide, se demandant si quelqu'un est là. Son regard se pose sur un lit, alors qu'elle se demande qui pourrait dormir si profondément. Elle se dirige vers le lit occupé pour enquêter. Elle est choquée de découvrir que la personne endormie est le professeur Charles. Elle ricane, agacée qu'un professeur fasse la sieste en plein jour. Elle se souvient que le professeur Charles est un esprit insouciant et un grand dormeur. Elle se penche et essaie doucement de le réveiller. Il bouge, ouvrant lentement les yeux en réponse. Maintenant réveillé, il se frotte l'œil et l'accueille. Tandis qu'il s'étire, une icône de cœur indique que sa favorabilité est 0. Elle en conclut que sa cote neutre est logique, tant donné sa difficulté levée. Il sourit, puis lui demande de fermer la porte avant de parler. Gacha. Elle y verrouille nerveusement la porte, réalisant que leur conversation doit être privée. Les professeurs Charles révèlent sans détour qu'elle est sous l'effet d'une malédiction. Il explique que sa spécialité est la médecine, mais qu'il s'intéresse aussi à la sorcellerie. Après l'avoir examinée, il lui dit qu'il en est devenu certain quand elle a été amenée à l'infirmerie. Elle est sous le choc, exigeant de savoir ce qu'il entend par malédiction. Elle se souvient que rien de tel n'existait dans le mode normal du jeu.
et il commence à lui expliquer la situation. Il explique que la sorcellerie est un crime grave, sous-entendant que son tortionnaire lui en veut profondément. Il lui demande si elle a quelqu'un en tête qui ferait A. Elle admet timidement qu'elle n'a aucune idée de qui cela pourrait être. Soudain, son niveau de favorabilité monte à 1, à sa grande joie. Elle est déconcertée que sa favorabilité ait augmenté pour cette raison. Il se demande si c'est parce qu'elle a réalisé quel point elle les déteste. Grrr, elle fronce les sourcils agacée par sa conclusion. Il raconte comment ses problèmes, sa suspension et ses fiançailles rompues ont fait que tout le monde s'est retourné contre elle, ce qu'elle accepte comme sa propre faute. Il avertit que cela devrait être signalé, ce qui pourrait entraîner son expulsion. Elle panique, réalisant que cela pourrait être un scénario de game over. Désespérée, elle déclare son désir de retourner à l'école. Elle serre sa poitrine, l'air sincère et déterminé. Sa supplique soudaine le laisse un instant stupet. Il sourit, acceptant de l'observer, elle et la malédiction, pendant un moment par curiosité personnelle. Folle de joie, elle le remercie profusément. Il lui offre également un livre, disant qu'il lui sera utile. La scène se déplace vers l'extérieur de l'académie au coucher du soleil. Plus tard, elle s'assoit seule, lisant le livre qu'il lui a donné. Elle étonne qu'une malédiction tirée d'un livre lui arrive réellement. Elle trouve une image perturbante d'une silhouette encapuchée se gavant de nourriture. Le livre détaille la malédiction de la gourmandise, qui force les victimes à se gaver de façon incontrôlable pendant la pleine lune. Il révèle également que les personnes affligées ont un pentagramme inversé sur leur abdomen. Elle se demande ce que cela pourrait bien signifier. Elle se souvient de son propre estomac. Une jolie illustration la montre tenant son ventre légèrement potelé. Elle rougit furieusement, mortifiée que le professeur Charles ait vu son ventre. Soudain, mettant de côté son embarras, elle continue de lire. Elle découvre que la façon de briser la malédiction et de la supprimer sont toutes deux inconnues. Décidant de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, elle décide de faire en sorte que Roger goûte sa nourriture. Elle jure de réussir cette fois en préparant quelque chose qu'il aime vraiment. Entendant frapper, elle appelle la personne entrée, se demandant si c'est Sarah. Chat, une jeune fille joyeuse aux cheveux roses ouvre la porte, l'appelant « grande sœur ». La jeune fille exprime joyeusement son soulagement que Fioré aille bien. Un grand système présente la jeune fille comme Noël Lupin. Fiori force un sourire, répétant le nom de sa sœur cadette en pensée. Une notification système confirme que Noël est sa sœur cadette. Une jolie illustration montre les deux sœurs amicales. Elle réalise qu'elle ne s'était pas beaucoup vue car elles vivaient dans des demeures différentes. Elle salue formellement Noël, qui semble prise de court. Sa sœur lui tient doucement les mains. Fioré recule, se demandant si elle avait mal jaugé leur distance sociale. Gênée, elle change rapidement de sujet, demandant ce qui a amené Noël ici. Noël révèle qu'elle a quelque chose lui donner. Fioré sourit, la remerciant d'être venue de si loin. Noël tend une lettre à Fioré, tandis que Fioré se souvient que sa belle-mère choyait Noël, sa fille biologique. Fioré se souvient que sa belle-mère les haïssait, elle et son frère Edward, ce qui entraînait des disputes constantes. Elle se rappelle également que sa belle-mère désapprouvait ses fiançailles avec Leonardo. En lisant la lettre, Fiori se tait, une rougeur montant son visage. Une enfant inquiète demande à sa grande sœur ce que dit la lettre. Fioré explique que leur mère est inquiète et viendra lui rendre visite aux prochaines vacances, menaçant de la ramener à la maison si elle ne peut pas retourner à l'école. Noël sourit joyeusement, contente que leur mère soit si inquiète. Noël suggère que Fioré n'a pas continué de travailler au restaurant, à la grande surprise de Fioré. Fiori panique, réalisant qu'elle doit cuisiner le plat préféré de Roger avant les prochaines vacances. Alors que Noël suggère que rentrer à la maison est préférable, Fioré s'enfuit soudainement en s'excusant. « Je dois me préparer pour la cueillette de champignons », crie-t-elle, laissant derrière elle une Noël perplexe. Noël se demande voix haute si elle a bien entendu que sa noble sœur allait cueillir des champignons. Elle sourit d'un air narquois, pensant que c'est sale et indigne d'une noble d'aller dans les montagnes. La scène change, montrant le grand bâtiment de l'académie sous un ciel lumineux.
Fioré et sa compagne rousse, Sarah, se dirigent vers le portail de l'académie. Oh, c'est vrai, dit Fioré, faisant une pause pour se demander si elle avait oublié quelque chose. Vérifiant mentalement sa liste, gants, panier, guide, gourde, elle confirme qu'elle a tout. Oui, s'écrie-t-elle, levant les poings avec détermination. Proximite, Albert Bénédicte les Apérois, s'interrogeant sur la jeune fille nommée Fioré Lupin. Fioré lui souhaite joyeusement le bonjour, et Sarah s'incline poliment. Il les regarde curieusement, demandant ce qu'elles font si tôt. Nous partons pour la cueillette de champignons, annonce-t-elle joyeusement, ajoutant « Nous y allons ». Albert les regarde partir avec une expression pensive. Fioré et Sarah s'éloignent de l'impressionnant bâtiment de l'école. Tandis qu'elles consultent un livre, Albert les observe partir de loin. La scène passe une forêt luxuriante avec des fleurs et des champignons. Dans les bois, Fioré trouve son premier champignon poussant près d'un arbre. Elle cueille délicatement un champignon et le place dans son panier, satisfaite. Essuyant son front, Fioré demande Sarah si elle commence à être fatiguée. Sarah est choquée, surprise que Fioré ne se contente pas de cueillir des champignons, mais s'inquiète aussi pour une servante. Quand Fioré demande si quelque chose ne va pas, Sarah insiste sur le fait qu'elle va bien et suggère qu'elles en ramassent plus avant de rentrer. De retour à l'intérieur, une Fioré salie de terre fredonne une mélodie joyeuse. Leurs vêtements sont tachés de terre suite à leur excursion réussie. Marchant dans le couloir, Fioré est surprise et s'arrête net. Leonardo se tient dans une embrasure de porte, son regard fixe sur elle. Avec une tache sur la joue, elle sourit vivement et salue Lord Leonardo. L'attention se porte sur le panier en osier dans ses mains. Les yeux de Leonardo se plissent tandis qu'il demande ce qu'il y a dans son panier. De loin, il répète sa question, sa voix résonnant dans le couloir. « Tu ne peux pas répondre » presse-t-il, son expression sérieuse. Baissant les yeux, elle répond timidement « Non ». Elle révèle ensuite son panier débordant de champignons fraîchement cueillis. Leonardo semble stupé en prenant le panier pour l'inspecter. « Des champignons ?» pense-t-il, en regardant les différents spécimens. Elle explique fièrement qu'elle est allée à la montagne pour les cueillir elle-même. Il comprend enfin ce qu'Albert voulait dire lorsqu'il a vu Fioré avec un guide de champignons. « Tu n'es pas la personne que je connaissais », dit-il, trouvant son comportement complètement inhabituel pour elle. Il demande si elle a cueilli des champignons veneneux, mais elle le nie frénétiquement, insistant sur le fait qu'ils sont comestibles. Le regardant dans les yeux, elle déclare fermement « J'ai changé, Lord Leonardo ». Fioré explique qu'elle a réfléchi à son comportement passé et qu'elle est sérieuse quant à son retour à l'école. Mais Leonardo reste sceptique, pensant que ses mots sont vides, tandis qu'elle remarque sa profonde méfiance à son égard. Elle s'avoue qu'elle comprend pourquoi il ne peut pas lui faire confiance. Pour prouver son point, elle lui dit avec confiance d'inspecter la cuisine à la recherche de champignons vénéneux. Dans la cuisine, Leonardo inspecte l'un des champignons qu'elle a cueillis. Il se tient silencieusement devant elle et Sarah, créant une atmosphère tendue. Fior l'observe avec une expression inquiète, attendant son verdict. Il confirme que le champignon n'est pas vénéneux à son immense soulagement. Elle est impressionnée qu'il puisse identifier des champignons sans guide, l'imaginant comme un expert en champignons. Cependant, il pose le champignon, déclarant qu'il ne sent pas propre à la consommation. Il précise que, bien qu'il soit comestible, il ne devrait pas être servi au restaurant. Rayonnante de gratitude, elle le remercie pour ce précieux conseil. Leonardo se penche, révélant qu'Albert lui a dit qu'elle avait changé, mais il n'y croit toujours pas. Alors qu'il se tourne pour partir, il la prévient de toujours considérer qu'elle est observée. Debout seule dans la cuisine, elle réalise qu'il est enfin parti. Elle pousse un soupir de soulagement, contente d'avoir dissipé les soupçons d'utilisation de champignons veneneux. Renouvelée par sa détermination, elle se prépare avec enthousiasme à commencer à cuisiner. Sarah observe avec un léger sourire, exprimant son soutien. Les ingrédients pour les pâtes sont montrés. Lait, crème et spaghettis. D'abord, elle commence à préparer les champignons shimiji à la main. La recette se dévoile. Elle tranche des shiitake et des oignons, hache de l'ail, fait tout revenir au beurre, puis ajoute du fromage frais, du lait et des assaisonnements. Le plat magnifiquement présenté est présenté. Pâtes à la crème de champignons. Jetant un coup d'œil par-dessus une étagère,
Fioré offre une assiette de pâtes à Sarah pour une dégustation. Alors que Sarah prend sa première bouche, Fioré lui demande avec impatience son avis. Les yeux de Sarah s'écarquillent de choc, tandis qu'elle se couvre la bouche. Fioré observe avec anticipation. Rouge, Sarah déclare que les pâtes sont incroyablement délicieuses, peut-être les meilleures qu'elle ait jamais mangées. Fioré proteste, qualifiant cela d'exagération. Mais Sarah insiste sur son sérieux. La scène se déplace vers l'entrée du restaurant, où un panneau annonce le plat du jour. Dans la salle manger vide, Fioré désespère de ne voir aucun client, se lamentant de la difficulté du monde de stock. Soudain, une voix demande si elle est toujours là, révélant un jeune homme aux cheveux longs et bleus. Un grand système le présente comme Roger Dominius, un jeune homme artistique mais capricieux. Fioré se souvient que Roger devient profondément attaché, mais aussi intensément jaloux, ce qui en fait une cible difficile. Elle se tourne vers lui et lui demande s'il est venu manger. Avec un sourire aimable, elle lui dit qu'ils sont camarades de classe et qu'il n'a pas besoin d'être si formel avec elle. Roger semble gêné, bégayant que leurs rangs sociaux sont trop différents. Elle rit, contente, et lui dit que son langage familier est préférable. Remarquant l'absence de clients, elle invite Roger manger avec elle. Surprise, Roger demande si elle est sûre, et elle confirme avec un confiant « bien sûr ». Maintenant assis, Roger la remercie pour le repas et se prépare à manger. Fioré l'observe attentivement de l'autre côté de la table, attendant sa réaction. Après une bouchée, une rougeur se répand sur le visage de Roger alors qu'il mange. Sa mastication s'arrête brusquement, alors que ses yeux s'écarquillent sous le choc, paniquant Fioré. Son visage devient bleu d'inquiétude alors qu'elle demande si la nourriture était mauvaise. Une unique larme coule de l'œil de Roger, tandis qu'il se couvre la bouche, submergé par l'émotion. Fioré sourit, en connaissance de cause, réalisant que son niveau d'affection vient de monter en flèche. Entouré d'une aura florale, un Roger rougissant déclare avec émotion que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. Roger se confie, expliquant qu'il vient d'une petite ville rurale et s'est senti isolé à la prestigieuse académie, malgré tous ses efforts. Il poursuit, avouant qu'après 1 an, il n'a toujours pas d'amis et pense que c'est parce qu'il vient de la campagne. Fioré pense que les gens gardent probablement leur distance parce qu'il est si intimidant de beauté. Il conclut tristement, admettant qu'il a été seul tout le temps qu'il a passé à l'académie. Il admet que manger les délicieuses pâtes l'a fait se sentir un peu mieux. Baissant la tête, il remercie sincèrement Lady Fioré. Fioré lui rend son regard, momentanément surprise par sa sincérité. Rouge de plaisir, elle est folle de joie qu'il ait apprécié sa cuisine. Un silence glaniant mais agréable s'installe entre eux, attablés. Une pensée frappe Roger alors qu'il réalise qu'une rumeur n'était pas vraie, laissant Fioré se demander ce qu'il veut dire. Il se souvient de la sale rumeur selon laquelle l'hautaine Fioré Lupin méprise tout noble d'un rang inférieur à celui d'un marquis. La rumeur continue, dépeignant le portrait d'une noble totalement arrogante. Fioré ricane pour elle-même, une fourchette tenue astucieusement dans sa bouche. Avec une expression douloureuse, Roger se demande voix haute qui a pu propager un mensonge aussi affreux. Il loue la gentillesse de la vraie Lady Fior, la faisant transpirer nerveusement tandis qu'elle feint l'ignorance quant à l'auteur de la rumeur. Elle admet intérieurement que, jusqu'à récemment, l'horrible rumeur était entièrement vraie. Elle réfléchit à la stricte hiérarchie sociale, sachant que son ancien moi n'aurait même pas reconnu Roger. Elle jette un œil à son téléphone, consultant le profil système de Roger. Une étincelle de compréhension la frappe alors qu'elle se souvient de ce qui se passe ensuite dans le mode normal du jeu. « Ah, Roger !» l'appelle-t-elle, attirant son attention avec un sourire chaleureux. Elle rayonne, lui demandant joyeusement « Pourquoi ne serions-nous pas amis ?» Roger est complètement stupéfait par sa proposition, bégayant avec incrédulité. Dans une tentative de se connecter, elle admet timidement qu'elle n'a pas d'amis non plus. Waouh ! Submergé, il la supplie de le laisser y réfléchir. Il s'enfuit alors brusquement de la pièce, laissant une Flore choquée l'appeler. Elle soupire, réalisant que s'ils seraient devenus amis en mode normal, se rapprocher en mode stalké est beaucoup plus difficile. Une notification système apparaît,
la félicitant alors que la popularité de son restaurant monte 0,5 toiles, et elle réalise qu'elle a également accompli une tâche. Ses yeux pétillent d'excitation tandis qu'elle se demande quelle est la récompense. La première récompense de la tâche est révélée. Elle peut désormais stocker du bœuf et du porc dans son restaurant. Sa prochaine mission apparaît servir de la nourriture la deuxième cible romantique et augmenter son affection. Elle sourit pensivement, comprenant son prochain objectif. Elle décide que sa prochaine cible sera Albert, l'amateur de viande. La scène du restaurant montre un nouveau client aux cheveux bruns dégustant un dîner de steak. Fiore remarque que, bien que l'augmentation de la note ait attiré plus de clients, Albert n'est toujours pas apparu. Elle tapote son menton, se demandant si le porc n'est pas son goût. Alors que l'horloge murale tourne, son attention est soudainement attirée ailleurs. Tenant un couvercle de service, elle se prépare, pensant que le vrai problème est sur le point de commencer. Dans son esprit, elle voit une image inquiétante de sa méchante belle-mère. La scène se déplace vers la belle-mère elle-même, ses traits obscurcis dans l'ombre. Entourée de ronces épineuses, sa belle-mère la réprimande pour s'être déshonorée et avoir rompu ses fiançailles avec Leonardo. D'un ton froid et cinglant, elle lui demande si Fiora a toujours l'intention de rester l'Académie. Ses yeux bleus perçants se plissent tandis qu'elle dit Fiore qu'il y a une limite à la honte que l'on peut s'infliger. Fiore s'assied humblement, répondant doucement. « D'accord. » Sa belle-mère s'exclame, exigeant de connaître la raison de sa réponse tiède. Fiore se souvient de l'histoire de sa famille. Sa belle-mère, la seconde épouse de son père, aimait le luxe et dorlotait ses propres enfants, Édouard et Noël, tout en méprisant Fiore, la fille de la première épouse. Refermant son ventail d'un coup sec, sa belle-mère demande quelles conditions le directeur lui a imposées. Elle déclare que Fiore doit reconstruire le restaurant pour retourner à l'école, mais se moque qu'une fille gâtée ne puisse jamais gérer une telle tâche. Elle ordonne Fiore de se retirer de l'école immédiatement, pensant qu'une noble dirigeant un restaurant est une mauvaise influence sur sa précieuse Noël. Fiore serre ses mains sur ses genoux, son expression ferme. Elle se souvient de sa vie passée en tant que Naoko, qui a tragiquement dû abandonner le lycée. Ayant été forcée d'arrêter l'école pour subvenir aux besoins de sa famille une fois auparavant, elle est maintenant déterminée à obtenir son diplôme de l'académie coûte que coûte. Alors que sa belle-mère minimise ses accomplissements, Fiore l'interrompt en présentant un dossier de données. Sa belle-mère prend le dossier, l'air agacé en demandant ce que c'est. Fiore explique avec confiance que c'est un résumé montrant comment le nombre de clients a augmenté régulièrement. Fiore dit avec confiance à sa belle-mère qu'il est trop tôt pour abandonner. La main gantée de sa belle-mère se serre d'une frustration silencieuse. La femme aux cheveux roses accepte à contre-cœur de donner plus de temps à Fiore, citant les souhaits du duc. Elle ajoute un sèvre cependant son acceptation réticente. Debout, elle lance un ultimatum. Fiore doit produire de vrais résultats d'ici le banquet de fin de semestre. De se tournant, elle ricane, pensant que c'est de toute façon une tâche impossible pour Fiore. Clac! La porte se ferme avec force, laissant Fiore seul. Fiore tressaille, secouée par l'intense confrontation avec sa belle-mère. Elle s'effondre dans un fauteuil moelleux, épuisée mais soulagée d'avoir survécu à l'épreuve. Fiore examine un nouveau collier lumineux, se demandant ce que c'est et comment l'utiliser. De retour dans la cuisine, elle contemple la longue liste de missions et de tâches à venir. Elle commence à préparer un nouveau plat, assaisonnant et saisissant soigneusement un morceau de bœuf. Pendant que le rôti de bœuf repose, elle prépare une sauce à partir des jus de cuisson et de vin rouge. Le plat est terminé tandis qu'elle nappe la riche sauce sur la viande parfaitement coupée. Un titre présente le plat magnifiquement dressé, roast beef. Un jeune homme roux arrive impatiemment et Fiore réalise avec un choc qu'il est là. Albert sourit, expliquant qu'il avait envie de viande et commande le rôti de bœuf. Folle de joie, Fiore rougit et promet avec impatience d'apporter sa commande tout de suite. Assis à table, Albert se lèche les babines avec une anticipation affamée. Le rôti de bœuf avec sauce est servi et Albert remarque qu'il a l'air bon. Après avoir pris une douche, son expression devient illisible, laissant Fiore confuse. La confiance de Fiore s'évapore tandis qu'elle observe sa réaction énigmatique.
Une notification système apparaît montrant que son affection a chuté de 3 points. Une fée horrifiée s'écrie, incrédule, alors que son plan choue. Une image promotionnelle répète le résultat désastreux de la chute de son affection de 3 points. Une notification système confirme que la popularité du restaurant a chuté, la renvoyant à la case départ. Fioré s'approche nerveusement de la table d'Albert avec un plateau de service. Elle demande anxieusement si le rôti de bœuf est mauvais, mais il répond calmement que non. Il ajoute pensivement qu'il lui semble que quelque chose manque au plat. Fioré demande ce qui manque, mais Albert dit de manière énigmatique que quelque chose ne va pas et manque. Mortifié, Fioré se dit que ses commentaires sont bien trop vagues pour être utiles. Seule dans la cuisine, faire la vaisselle, elle concède qu'au moins il a mangé sa nourriture. Elle raconte désespérément comment sa popularité a chuté et elle a perdu ses étoiles de restaurant. Avec un profond soupir, elle continue de frotter une assiette, se sentant complètement vaincue. Elle se demande quoi cuisiner pour Albert, s'interrogeant pourquoi le plat de viande à choux alors qu'il avait si bien fonctionné sur Roger. Elle décide de revoir tout ce qu'elle sait sur le personnage d'Albert. Son profil est affiché, Albert Bénédicte, le 3e fils espiègle du duc Bénédicte. Un flashback révèle qu'il a été envoyé dans un internat pour les arts martiaux et l'escrime. Cette expérience de côtoyer des roturiers explique pourquoi il se comporte souvent différemment d'un noble typique. Son profil montre qu'il aime la viande et le riz, mais n'aime pas les légumes et les choses amères, mangeant joyeusement un hamburger. Essuyant une assiette, Fioré continue de réfléchir à son prochain coup. Elle se souvient que dans le mode normal du jeu, n'importe quel plat de viande lui plaisait, mais le mode stock est clairement beaucoup plus difficile. Elle réalise que si elle cuisine au hasard, elle ne fera que répéter l'échec d'aujourd'hui. Sarah, la servante rousse, s'approche et lui propose son aide. L'offre de Sarah déclenche une idée soudaine dans l'esprit de Fioré. Elle réalise que si elle apprend les préférences détaillées d'Albert, elle pourra créer un plat qu'il aimera vraiment. Avec un nouveau but, Fioré marche dans les couloirs de l'académie. Cependant, son nouveau plan choue rapidement, alors qu'elle se tient abattue dans un couloir. Elle avait approché une domestique de la maison d'Albert pour des informations. La domestique refuse formellement, déclarant qu'elle ne peut divulguer aucune information personnelle de Lord Albert. Fioré réalise que ces questions directes paraîtraient naturellement suspectes. Elle soupire, regrettant de ne pas avoir été plus prudente. Tandis que la lumière du soleil filtre par une fenêtre, son attention est attirée par quelque chose à l'extérieur. Regardant par la fenêtre, elle se demande ce qu'il y a dehors. Elle aperçoit Albert dans la cour, s'entraînant avec une épée en bois. Elle le regarde s'entraîner, émerveillée par son intense concentration. Soudain, une idée brillante lui vient. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle décide de l'observer pour trouver des indices. Une voix derrière elle demande si elle compte se tourner vers Albert. Surprise, elle se retourne brusquement, reconnaissant la voix familière. C'est son ex-fiancé, Lord Leonardo. Elle se demande ce qu'il entendait par se tourner. Leonardo déclare calmement avoir entendu dire qu'elle enquêtait sur les plats préférés d'Albert. Il lui dit froidement de fréquenter d'autres hommes une fois que leurs fiançailles seront officiellement terminées. Fioré le fixe d'un air vide, complètement déconcertée par son commentaire. Elle demande sous le choc si leurs fiançailles n'ont pas encore été rompues. Incroyante, elle répète qu'elle pensait que leurs fiançailles étaient déjà annulées. Elle admet tristement avoir pensé qu'ils n'étaient plus fiancés depuis longtemps. Il lui demande si elle a changé d'avis, mais elle explique qu'en raison du statut de leur famille, la procédure d'annulation prend juste du temps. Leonardo précise que cela prendra encore quelques semaines pour être officiellement annulé. Avec un soupir de soulagement, elle comprend la situation. Leonardo répète sa question, voulant savoir si elle s'intéresse à Albert maintenant. La question la surprend de nouveau. Elle nie frénétiquement tout intérêt romantique, mais Leonardo la presse de lui donner la vraie raison. Fioré explique qu'Albert n'a pas été satisfait d'un repas qu'elle lui a servi. Elle déclare sa détermination, préparer un plat qu'il aimera vraiment, demandant l'aide de Leonardo. Elle lui dit avec confiance qu'elle ne ressent aucune culpabilité concernant son plan. Pas du tout, insiste-t-elle avec une détermination fougueuse. À sa surprise, une notification montre que l'affection de Leonardo vient d'augmenter d'1 point.
Leonardo esquisse un sourire léger, presque imperceptible, son cœur manquant un battement. Elle est surprise, admettant qu'elle n'avait jamais su qu'il pouvait sourire comme ça. Troublé, Léonard n'eut rapidement avoir souri. Fiore sourit, insistant sur le fait que c'était un sourire vraiment merveilleux. Rouge, il carte s'éloge, affirmant que la flatterie n'a aucun sens. Elle observe joyeusement son niveau d'affection monter 3. Elle ricane, lui disant taquinement qu'il est un terrible menteur. Leonardo détourne regard, complètement embarrassé par son commentaire. Leur conversation est interrompue par Albert, surpris de les voir ensemble. Léonard minimise leur proximité, tandis qu'Albert souligne que c'est un nouveau développement. Albert ajoute qu'il ne les avait jamais vus ensemble auparavant et qu'il a interrompu son entraînement sous le choc. Alors que Leonardo commente le mode de vie actif d'Albert, Fiore réalise qu'Albert a besoin d'un repas riche en calories. Une étincelle de compréhension illumine ses yeux. Elle interpelle Lord Albert, le surprenant par son cri soudain. Fiore l'invite sincèrement à son restaurant, Villon, demain. Albert demande ce qu'est Villon, et Leonardo explique que c'est le restaurant de l'Académie. Il refuse catégoriquement, se rappelant que la viande qu'il avait mangée n'était pas très bonne. Enflammé, Fiore lui promet passionnément une viande vraiment délicieuse s'il vient simplement. Elle et Albert se regardent fixement dans un défi tendu et silencieux. Un sourire confiant se dessine sur le visage d'Albert, tandis qu'il accepte son offre. De retour en cuisine, une belle pièce de steak repose sur le comptoir, prête à être préparée. Elle commence sa nouvelle recette en saupoudrant du sel sur une coupe de bœuf avec os. Grésillement. Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive et du beurre, elle saisit la viande. Elle ajoute de l'ail et des herbes pour l'arôme, puis tranche des pommes de terre pendant que le steak cuit lentement. Les quartiers de pommes de terre sont frits dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Son chef-d'œuvre est terminé. Un steak avec os servi avec des pommes de terre frites. Une carte de titre présente le plat fini. Steak tomahawk avec pommes de terre. Fiore rayonne de confiance, certaine qu'Albert sera ravi de ce repas. Elle présente l'impressionnant steak avec os et les pommes de terre frites, lui disant qu'il peut le manger avec les mains. Albert observe le plat, pensant que le goût est ce qui compte vraiment. Dans un mignon face-à-face, Albert et Fiore échangent des regards déterminés. Il prend une énorme bouche satisfaisante directement de l'os. Badaboum! Fiore le regarde, son cœur battant d'une anticipation nerveuse. Son visage s'illumine alors qu'il déclare que le steak est délicieux. Folle de joie, les yeux de Fiore pétillent de soulagement et de bonheur. Elle soupire, se détournant en murmurant « Ouf, merci mon Dieu ». Albert sourit, la félicitant d'avoir préparé exactement ce dont il avait envie. Rouge, elle le remercie humblement pour le compliment. Une nouvelle notification annonce qu'elle peut désormais établir une route d'approvisionnement en fruits de mer. La 3e tâche est débloquée, révélant un homme aux cheveux argent comme prochaine cible séduire. Fiore s'inquiète de la nouvelle route d'approvisionnement, réalisant sur une carte qu'elle doit voyager une journée entière jusqu'à la ville portuaire de Lienne, ce qui forcerait le restaurant à fermer. Elle panique à l'idée que la fermeture puisse signifier la perte de tous ses clients durement acquis. Un Albert pleinement satisfait la remercie pour la délicieuse viande. Distraite par son nouveau problème, Fiore fixe le vide, perdue dans ses pensées inquiètes. Essayant de masquer son anxiété, elle lui dit vaguement qu'elle a des choses à méditer. Elle explique sa situation à Albert, concluant qu'elle devra fermer le restaurant pour le moment. Stirant nonchalamment, Albert demande avec désinvolture si c'est tout. Fiore est sidéré par sa réaction nonchalante face à son gros problème. Il lui adresse un sourire charmant, suggérant qu'elle n'a qu'à embaucher de nouveaux employés pour résoudre le problème. La scène se déroule dans le bâtiment de l'Académie, baigné de soleil. La suggestion d'Albert montre le côté de l'image d'un homme âgé et sévère avec une barbiche. Grâce à Albert qui a intercédé auprès du directeur, Fiore a pu embaucher de nouveaux employés. Comme ces nouveaux employés étaient d'anciens domestiques et non des cuisiniers, elle a dû tout leur apprendre depuis le début, en commençant par la façon dont les coupes au couteau peuvent modifier la saveur d'un légume. 2 des nouvelles recrues écoutent attentivement sa leçon de cuisine. Fiore démontre sa technique de coupe, tandis que ses 3 élèves enthousiastes prennent des notes avec diligence.
Elles rayonnent, promettant de leur enseigner patiemment jusqu'à ce qu'ils deviennent des cuisiniers à part entière. Ces 3 nouveaux employés observent avec des expressions vives et déterminées. Les nouvelles recrues discutent joyeusement, convenant que Mademoiselle Fioré est une très bonne personne. Plus tard cette nuit-là, Fior offre Dan en faisant la vaisselle. L'une des employées s'avance en courant proposant de s'occuper du reste du nettoyage. L'employé blond se porte rapidement volontaire pour le faire à sa place. Fioré sourit gentiment, leur disant tous deux de finir et de rentrer chez eux pour leur départ tout demain. Les 2 employés hésitent, se sentant mal de la laisser travailler seule. Elle les rassure chaleureusement en disant que c'est tout fait normal. Les 3 employés s'inclinent avec gratitude et prennent congé pour la soirée. Fioré leur fait signe de la main avant de reprendre son travail avec un doux sourire. Elle se dit joyeusement qu'avec les visites répétées de Roger et Albert, leur affection et l'étoile du restaurant ont toutes 2 augmenté. Alors que la nuit s'épaissit dehors, un grondement sourd suggère quelque chose d'omineux. Levant les yeux vers la lune presque pleine, Fioré panique, réalisant avec horreur qu'elle avait complètement oublié la malédiction. Un interlude stylistique montre une guerrière aux cheveux violets, prête sous la pleine lune. La pleine lune menaçante brille intensément à travers une grande fenêtre sombre. Un nouveau jour se lève alors que la voix de Sarah réveille doucement Lady Fioré. Les yeux de Fioré s'ouvrent brusquement, toujours sous le choc. Sarah lui demande si elle va bien après son cauchemar, et Fior confirme qu'elle a survécu à la nuit de pleine lune. Un flashback révèle Sarah s'occupant de Fioré, ligotée sur son lit. Dans le souvenir, une Sarah inquiète demande pourquoi, mais Fioré la supplie simplement de serrer les cordes plus fort. Croyant que sa dame pourrait être stressée, Sarah obtembre, tandis que Fioré pense avec gratitude comment cela l'a aidé à surmonter la malédiction de la gourmandise. Ouf! De retour au présent, Fioré grimace, serrant son poignet irrité. Elle examine tristement les faibles marques laissées par les cordes. Plus tard, elle cherche sa nouvelle cible, appelant le professeur Charles. Trouvant sa chambre vide, elle réalise avec un soupir qu'il a encore disparu. Zzz. Elle le trouve profondément endormi dans une autre pièce et réalise qu'il faisait juste une sieste. En se réveillant, le professeur Charles reconnaît sa présence d'un air endormi. Il s'excuse de s'être assoupi quand il s'ennuie, ce qui fait douter Fioré de son professionnalisme. Son regard s'aiguise lorsqu'il remarque les marques de cordes sur son poignet. Il la taquine avec espièglerie, lui demandant si elle a un nouveau passe-temps. Trouble, Fioré crie que c'était une contre-mesure contre sa malédiction. Il sourit, s'excusant doucement s'il l'a vexée. Il admet qu'elle est plus intéressante qu'il ne le pensait, et Fioré est stupéfaite de voir sa cote de popularité augmenter. Après qu'elle l'a maladroitement remercié, il lui offre une solution temporaire, une serrure spéciale pour sa chambre. Le poignet maintenant bandé, Fioré demande si le professeur Charles mange parfois Villon. Il répond qu'il n'a aucun projet et qu'il compte utiliser sa pause déjeuner pour faire une sieste. Ses espoirs brisés, Fioré s'assit dans un silence abattu. Le professeur Charles offre simplement un sourire chaleureux et doux. Debout, déterminé dans le couloir, Fioré serre un livre contre sa poitrine. Un sourire éclatant illumine son visage alors qu'elle décide de faire manger le professeur Charles. Elle imagine la ville portuaire, se rappelant son besoin d'établir un approvisionnement en fruits de mer. Apercevant Leonardo, elle l'appelle joyeusement, puis réalise que la porte près de laquelle il se tient est entr'ouverte. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle le voit parler et rire avec une fille aux cheveux roses, Noël. La fille, Noël, lève les yeux avec une douce expression. Fioré pense qu'ils forment un couple parfait, mais ressent une étrange agitation, laissant tomber accidentellement son livre avec un bruit. Surpris par le bruit, Leonardo se retourne et demande qui est là. Il aperçoit Fioré qui jette un coup d'œil depuis l'embrasure de la porte et lui demande ce qu'elle fait. Panique, Fioré balbutie des excuses et essaie de s'enfuir. Alors que Leonardo sort pour la suivre, Noël demande où il va. Il dit Noël qu'il doit avoir une conversation importante avec Fioré. Il prend la main de Fioré, lui disant « Allons-y ». Confuse, elle s'exclame « Hein ?» tandis qu'il l'emmène, se demandant ce qui se passe. Il la tire rapidement le long du couloir.
Elle le regarde en arrière, le cœur battant d'incertitude. Une fois seul, Leonardo admet que sa conversation importante n'était qu'une excuse pour partir. Il explique que Noël lui a demandé avec insistance d'être son cavalier pour un dîner, et il s'excuse d'avoir entraîné Fiore là-dedans. Fiore comprend avec un sourire, réalisant que Noella doit avoir le béguin pour Leonardo. Leonardo s'enquiert ensuite des documents qu'elle a laissés tomber, qu'elle explique être une demande de séjour pour le proviseur. Heureusement, elle annonce son projet de visiter la ville portuaire pour se procurer des fruits de mer que le professeur Charles apprécie. Leonardo la regarde froidement, faisant remarquer qu'il n'avait pas réalisé qu'ils étaient si proches. Fiore panique, réalisant quel point ces mots ont dû paraître étranges. Elle explique nerveusement qu'elle veut juste remercier le professeur pour toute son aide. Leonardo lui demande si elle y va seule avec lui, mais elle précise joyeusement qu'elle compte y aller seule. À son plus grand étonnement, Leonardo annonce qu'il l'accompagnera. Fiore le fixa, complètement choqué par sa décision inattendue. Leonardo explique qu'il l'accompagne car elle a besoin d'un superviseur. Elle pense qu'elle serait un fardeau, mais il lui demande astucieusement si sa présence l'inquiète. Jeanne, elle insiste bruyamment que ce n'est pas Jeanne du tout. Et ainsi, leur voyage vers la ville portuaire commence en calèche. À l'intérieur, Fiore cherche désespérément un moyen de briser le silence gênant. Une idée lui vient à l'esprit en se souvenant de son magnifique mouchoir. Elle demande Leonardo qui a brodé les fleurs sur son mouchoir. Il sort le mouchoir, confirmant si elle parle bien de celui-ci. Elle rayonne, admettant joyeusement qu'elle était curieuse de son joli travail d'artisanat. Il regarde le tissu avec tendresse, admettant l'avoir cousu lui-même il y a longtemps. Quand il révèle que sa grand-mère le lui a appris, Fiore est émerveillée par son incroyable talent. Leonardo esquisse un sourire doux et légèrement gêné. Son niveau d'appréciation monte alors qu'elle pense à quel point il est merveilleux qu'il sache coudre. Chibi Fiore est surprise de voir son niveau d'affection augmenter sans qu'elle le remarque. Ils arrivent au port et Fiore est immédiatement impressionnée par la ville animée. Elle s'émerveille devant l'abondance de poissons frais et de fruits de mer, sentant que le voyage en valait la peine. Voyant Leonardo entouré par les habitants, elle décide de prendre les devants. Elle s'approche d'un vendeur, mais celui-ci l'identifie prestement comme fiole-loup pendu et refuse de lui vendre quoi que ce soit. Choquée, elle demande pourquoi et il l'accuse avec colère d'avoir médit de son poisson par le passé. Il lui rappelle qu'elle a juré de ne plus jamais lui acheter quoi que ce soit, lui demandant si elle avait oublié. Elle s'excuse sincèrement et affirme avoir changé, mais il lui ordonne furieusement de partir. Vaincue, elle s'éloigne, jurant de revenir plus tard. Alors qu'elle part, deux hommes étranges l'accostent, l'un confirmant son identité de Lady Fiore. L'homme la traite avec moquerie de pitoyable d'avoir été laissée seule par son Altesse. Il qualifie Leonardo de cruel, mais Fiore pense que ce sont eux les étranges. Les deux hommes se penchent, l'invitant à venir avec eux. Ils l'invitent leur boutique pour jouer, et une Fiore terrifiée appelle l'aide. Ils la saisissent par derrière, l'attirant avec eux et promettant du plaisir tout de suite. Elle se demande avec horreur si ce monde a quelque chose d'un club d'hôtes. Les deux hommes l'attirent avec impatience à travers une allée, lui disant de se dépêcher. Elle se débat, les suppliant d'arrêter, mais ils ne font que resserrer leur prise sur son poignet. Un homme sourit, lui disant de se détendre, alors qu'elle réalise avec désespoir qu'ils ne l'écouteront pas. Complètement perdue, elle se demande ce qui lui arrive. Un Leonardo furieux apparaît et l'un des hommes l'affronte devant les yeux pleins d'espoir de Fiore. Les deux hommes regardent, choqués en reconnaissant le regard menaçant de son Altesse. Ils deviennent instantanément des lâches embarrassés, balbutiant un salut, tandis que Fiore les regarde avec dégoût. Se tenant protecteur devant elle, Leonardo leur dit froidement de disparaître. Ah! Les deux hommes poussent un cri de terreur et s'enfuient immédiatement. Il grêle qu'il devra ordonner une inspection complète de la zone plus tard. Fiore baisse timidement les yeux et lui offre ses remerciements discrets. Elle sourit avec gratitude, disant qu'il est bon d'aider quelqu'un qu'il n'aime pas. Avant qu'il ne puisse nier ne pas l'apprécier, un petit garçon court vers lui, l'appelant par son nom. Le garçon affolé lève les yeux vers Leonardo, lui demandant s'il est perdu. L'enfant explique en pleurant qu'il y a quelque chose qu'il veut que Sir Leonardo voie.
Fioré décide de les laisser partir, profitant de l'occasion pour s'approvisionner auprès d'autres marchés. Leonardo la regarde s'éloigner avant de reporter son attention sur le garçon. La scène passe une journée ensoleillée et lumineuse au-dessus du port. Marchant seule, Fioré désespère que tout le monde lui en veuille et qu'elle doive peut-être abandonner. Son attention est attirée par le filet d'un pêcheur rempli de homards et elle se précipite pour demander s'ils sont vendre. Le pêcheur explique qu'ils ne vendent pas de homards car ils ne valent pas beaucoup d'argent, choquant Fioré. Un jeune pêcheur demande à Fioré pourquoi son commentaire la surprend tant. Les pêcheurs expliquent avoir déjà goûté un gros homard, mais qu'il était fade. Fioré comprend pensivement. Elle explique avec enthousiasme que les homards plus petits sont en fait les plus savoureux, la grande surprise du jeune pêcheur. Elle leur propose avec enthousiasme un échantillon et demande d'emprunter leur cuisine pour prouver son point. Tablier en main, Fioré pense avec suffisance à quel point elle est heureuse que le restaurant de la ville lui ait prêté sa cuisine. Elle dispose des ingrédients simples, homard, persil, beurre et ail, expliquant que le beurre à l'ail est tout ce qu'il faut pour la saveur. Un bref souvenir lui revient, celui d'une serveuse de sa vie antérieure portant un plateau. Elle commence cuisiner, faisant d'abord bouillir le homard avant de le laisser refroidir pendant qu'elle prépare la sauce au beurre. Elle mélange le beurre, l'ail et le persil, puis tranche le homard refroidi en deux d'un coup sec. Seize. Les moitiés de homard sont placées sur un grill de four en pierre pour cuire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Le magnifique plat est présent. Homard au four au beurre à l'ail. Le jeune pêcheur aux cheveux roux fixe le plat, l'eau à la bouche en anticipation. Les pêcheurs hésitent, aucun d'eux ne voulant être le premier à goûter le plat. Dans un panneau de style chibi, les trois hommes se disputent comiquement pour savoir qui doit prendre la première bouchée. Fioré remarque leur hésitation juste au moment où une nouvelle voix propose de prendre la première bouche. Stupé, tout le monde se tourne pour voir le professeur Charles arriver inopinément. Une carte d'introduction révèle son nom complet. Charles Bénédicte, le second fils, l'esprit libre d'une maison ducale. Des flashbacks le montrent comme un enfant curieux, défiant l'attente de son père qu'il devienne chevalier. Au lieu de cela, Charles a choisi de devenir professeur pour vivre une vie plus détendue et paisible. Fioré le regarde avec inquiétude, se demandant pourquoi le professeur Charles est ailleurs. Il explique joyeusement qu'il est en court voyage pour le week-end et a été surpris d'apprendre qu'elle était ici, alors qu'elle apporte le plat de homard terminé à une table. Le repas est servi. Le professeur Charles est assis à table tandis que Fioré se tient à proximité. Elle observe nerveusement alors qu'il prend une fourchette et se prépare à prendre la première bouchée de son plat. Les deux pêcheurs jettent un œil derrière un mur, demandant anxieusement son verdict. Son indicateur de faveur grimpe 15 alors qu'il sourit et déclare que le homard est vraiment délicieux. Il loue avec enthousiasme la combinaison parfaite de beurre, l'ail et de homard, la trouvant incroyablement bonne. Le pêcheur à la casquette blanche est stupéfait, réalisant que sa théorie sur les homards plus petits était vraie. Fioré invite joyeusement tout le monde à goûter et les pêcheurs se jettent avidement sur le plat. Un chef moustachu est tellement impressionnant qu'il envisage d'ajouter le homard au menu de son propre restaurant. Une fenêtre système apparaît indiquant que la récompense claire est aucune. Gars! Fioré est complètement choqué de ne rien recevoir, déplorant l'absence d'un indice pour séduire Leonardo, avant de décider de manger quelque chose elle-même. S'excusant, elle retourne la table où est assis le professeur Charles. Elle prend une bouchée de sa propre cuisine et fond de pur bonheur face au goût délicieux. Elle réfléchit que si le besoin de fraîcheur du homard l'empêche de le servir à l'académie, elle est heureuse de pouvoir en profiter ici. Un mignon dessin chibi montre Fioré et le professeur Charles savourant joyeusement leur repas ensemble. Le professeur Charles change de sujet, lui demandant si elle a fait des progrès dans l'enquête sur sa malédiction. Fioré a l'air abattue, admettant qu'elle n'a pas progressé et ne sait toujours pas comment la briser. Il s'excuse rapidement d'avoir posé la question, mais elle le rassure en disant que tout va bien. Elle pense tristement qu'après tous ses efforts, elle doit aborder le problème de la mauvaise manière. Elle souhaiterait pouvoir identifier le bon objet pour l'aider, mais Charles change brusquement de sujet,
lui demandant comment elle et Leonardo sont devenus si proches, ce qui la surprend. Confuse, elle lui demande s'il pense vraiment qu'elle et Ser Leonardo semblent proches. Il sourit malicieusement, admettant qu'il a supposé que leur voyage était un voyage de réconciliation, et demande s'il s'est trompé. Elle le nie bruyamment, précisant que Sir Leonardo n'est venu que pour la superviser. Elle ajoute discrètement que cela ne ressemble pas vraiment à un voyage de supervision. Le professeur Charles révèle que c'est la première fois que Leonardo voyage avec quelqu'un, suggérant qu'il est peut-être là parce qu'il veut croire en elle. Fiore, rougissante, touche sa joue, se demandant avec espoir si cela pourrait être vrai. Soudain, une personne invisible s'exclame à propos de la merveilleuse odeur, qu'une autre identifie comme le homard de Lady Fiore. L'oreille du professeur Charles tressaille alors qu'il marmonne « Oh mon Dieu !» Quand on parle du loup, un intimidant Leonardo apparaît, se demandant ce que Fiore et Charles faisaient pendant son absence. Il ferme les yeux, écartant cette pensée et décidant que ce n'est pas le moment d'en discuter. Fiore s'inquiète en observant un Leonardo pensif se tenir à l'écart de la foule. Il se retourne et lui dit de le suivre, la faisant se demander si quelque chose ne va pas. Leonardo, Fiore et le professeur Charles arrivent à une petite maison et Leonardo frappe à la porte. Debout devant un fond bleu chatoyant, une Fiore confuse se demande ce qui se passe. Leonardo explique que c'est la maison de Jack, le garçon qui a cherché son aide, et que son père malade est à l'intérieur. La porte s'ouvre et un jeune garçon inquiet nommé Jack demande si Sir Leonardo a amené un médecin. Ils entrent dans une pièce sombre et trouvent un homme pâle alité, Fiore réalisant qu'elle a déjà lu sur ses symptômes. Le professeur Charles examine délicatement le bras de l'homme, diagnostiquant des signes d'hémorragie sous-cutanée. L'homme malade demande faiblement qui ils sont et Charles se présente joyeusement comme un médecin agréé. Charles demande si d'autres sont malades et l'homme confirme que des marins présentent des symptômes similaires, mais plus légers. Fiore relie pensivement le saignement, une maladie qui affecte couramment les marins. Elle a un clair de génie, réalisant que l'homme souffre du scorbut dû à un manque de vitamine C. Fiore demande s'ils ont des citrons, mais Leonardo est sceptique. Cependant, le professeur Charles pense qu'elle a raison. Le professeur Charles déclare pensivement que l'homme souffre du mal de voyage. Tandis que les autres réagissent avec surprise, Fiore réalise que le mal de voyage n'est que leur terme pour le scorbut. Un gros plan de citron éclatant confirme qu'il vaut la peine d'essayer. Dans un dessin mignon, le professeur Charles explique le diagnostic aux marins souffrants. Le professeur Charles se tourne avec un sourire confiant et entendu. Il lui demande comment elle savait, et une Fiore confuse prétend l'avoir appris en étudiant la nutrition avant de se précipiter pour emprunter leur cuisine. Maintenant vêtue d'un tablier, Fiore commence à laver des citrons frais près de l'évier. Elle tranche soigneusement les citrons, préparant la moitié en rondelles et l'autre moitié en quartiers. Les rondelles de citron sont placées dans un bocal stérilisé, tandis que du miel doré est versé dessus. Elle prépare 2 remèdes, des citrons au miel infusés dans de l'eau chaude et une confiture de citron faite en faisant mijoter des quartiers avec du sucre. Le miel citron et la confiture de citron finie sont présents dans des bocaux en verre tintillant. Le professeur Charles approuve et Fiore explique que la confiture est prête maintenant, tandis que le citron au miel a besoin d'1 jour pour reposer. Le professeur Charles s'approche de Leonardo, pensif, lui demandant ce qui le tracasse. Leonardo révèle qu'il calculait le coût d'achat de tous les agrumes des stands locaux, choquant Fiore. Il explique son raisonnement, notant le grand nombre de marins qui vivent dans la région. Quand Fiore demande pourquoi ne pas simplement aider les malades, Leonardo répond que les trier serait trop inefficace. Son expression est ferme, montrant sa résolution inébranlable. Le professeur Charles sourit, louant le plan décisif de Leonardo, comme on peut s'y attendre du fils du roi sage. Fiore se souvient que le père de Leonardo est en effet connu comme le roi sage. Une jolie représentation chibi montre le roi dans son attirail royal, complet avec une magnifique moustache. Le jeune garçon, Jack, jette un coup d'œil par la porte de la chambre alors que Fiore s'excuse du retard. Elle présente gentiment au garçon le pot de confiture de citron fraîche pour son père. Serrant le bocal fermement, Jack demande avec espoir dans les yeux si cela va vraiment aider. Encadré par des fleurs panouies,
Fiore lui fait un geste confiant et encourageant. Elle sourit chaleureusement, lui disant de la contacter immédiatement en cas de changement. Submergé par la gratitude, le garçon fond en larmes et la remercie profusément. Fiore le regarde courir vers la chambre de son père, espérant sincèrement un prompt rétablissement. Leonardo observe ses actions bienveillantes avec un sourire doux et appréciatif. Son devoir accompli, Fiore décide joyeusement qu'il est temps de nettoyer la cuisine. Leonardo se détourne, un air contemplatif sur le visage. Une nouvelle notification sur un écran rose lumineux laisse Fiore visiblement aux anges et mue aux larmes. Elle s'écria avec excitation au professeur Charles, annonçant qu'elle a trouvé l'objet qui supprime la malédiction. Avant qu'elle ne puisse révéler ce que c'est, un Leonardo suspicieux intervient, exigeant de connaître cette malédiction. Fiore et le professeur Charles se figent tous deux, ayant l'air complètement pris sur le fait. Avec une aura intimidante, Leonardo exige qu'ils expliquent ce qui se passe réellement.